effectivement, on m'a demandé de vous présenter la recherche, le pôle montpelliérain de recherche, qui effectivement apparaît aujourd'hui, de manière tout à fait objective, comme un pôle d'excellence. Alors j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre dans une présentation qui va être une présentation finalement de thèmes de recherche avec des équations dans tous les sens, etc. Puis je me suis dit que ça, finalement, à mon avis, ça n'avait strictement aucun intérêt. Voilà, si vous voulez des équations, vous pouvez lire tout un tas de papiers, de publications scientifiques. Et je me suis dit qu'il était sans doute préférable de vous donner une vision de ce qu'est ce pôle, de quoi il est constitué, de comment il est organisé, et finalement du type d'action qu'il mène. Et donc c'est ce à quoi je vais m'employer dans les quelques minutes qui viennent. Alors, malgré tout, je me suis dit que c'était sans doute intéressant de rappeler un certain nombre d'enjeux qui, de fait, justifient le fait qu'on ait une forte, une importante activité de recherche dans le domaine des sciences de l'eau, et qui justifie aussi, finalement, les choix que nous avons faits au sein de la communauté académique montpelliéraine. Alors, juste, je dirais, une commodité de langage. Moi, j'ai participé à la mise en place du projet MUSE, vous savez, Montpellier Université d'Excellence. Et donc aujourd'hui, quand je dis Université de Montpellier, il y a évidemment l'université, et derrière, dans ma compréhension des choses et dans la manière dont je les présente, il y a tous les partenaires qui sont associés à l'université dans le cadre du projet MUSE, à commencer par mon propre organisme de recherche, l'IRD, mais il y a aussi donc tous les autres, les écoles d'ingénieurs, etc. Et donc voilà, vous avez ici quelques chiffres qui placent quand même l'importance de ce que sont les enjeux aujourd'hui dans le domaine de l'eau. Alors, d'abord, il y a quelques éléments dont il faut se souvenir. On a un peu moins de 1% de la masse d'eau qui est accessible facilement à travers les lacs et les rivières. Un peu moins de 1%, alors qu'on a l'impression qu'il y a de l'eau partout. Déjà, il y a l'essentiel de l'eau et de l'eau salée, donc elle n'est pas immédiatement utilisable en tout cas. Et derrière, il n'y a finalement un peu moins d'1% qui est directement accessible. La problématique de l'eau aussi, c'est que c'est une problématique d'inégalité de répartition. Et ça pose quand même de sérieux problèmes, parce tout le monde a des problèmes avec l'eau, mais dans certains endroits, c'est parce qu'elle manque, et dans d'autres endroits, c'est parce qu'elle est en excès. On est dans le contexte d'un monde qui s'urbanise, et un monde qui s'urbanise, c'est mécaniquement un monde qui consomme plus d'eau qu'il n'en consommait préalablement. En 2050, c'est 70% de la population mondiale qui vivra dans un contexte urbain. Et puis, vous avez une augmentation prévue des consommations d'eau douce dans les années et les décennies qui viennent. Et des enjeux, il y en a de toute nature. J'en ai listé ici quelques-uns, environnementaux, sanitaires, sociétaux, alimentaires, économiques, financiers, politiques, géopolitiques, etc. Donc, la problématique de l'eau est une problématique qui nous rappelle à son bon souvenir en permanence. Quoi que nous fassions, nous sommes confrontés à la problématique de l'eau et aux usages de l'eau. Et j'ai juste voulu en mettre un point en particulier, parce que c'est un point important. Et je sais que, par ailleurs, les aspects santé sont très présents au sein de l'académie ici à Montpellier. Il y a évidemment de gros enjeux dans le domaine de la santé publique. Il y a globalement à peu près 1 500 000 décès qui sont liés à une eau de mauvaise qualité qui génère des diarrhées chez les gens, et en particulier 500 000 enfants de moins de 5 ans qui meurent chaque année du fait de diarrhée. Vous avez des milliards de gens qui n'ont pas accès à des systèmes d'assainissement convenables. Vous avez près de 3 milliards de gens qui n'ont pas accès à de l'eau de manière rapide pour pouvoir se laver les mains. Donc il y a des enjeux de santé publique qui sont absolument considérables au regard de la problématique de l'eau. Et donc, pour ça, on a besoin d'avoir des approches qui soient des approches très, très larges. Alors, la question de l'eau a été abordée dans le cadre des Nations Unies, de la mise en place de la politique des objectifs de développement durable. Il y a un ODD qui est le 6, qui est totalement consacré aux problématiques de l'eau. Et donc, il y a tout un travail qui se fait. Il y a eu, je vous le rappelle, à New York au mois de mars cette année, la première conférence des Nations Unies sur l'eau depuis 1977. Il était temps
sans doute que enfin les choses avancent de ce côté-là. Et là, on a un calendrier avec 2 prochaines réunions à venir en 2026 et en 2028. Donc, tant mieux, parce que ça permettra sans doute de... c'est Marie-Laure Vercamp qui disait ça justement au moment des Water Days de la Biennale. Ça permettra de politiser le sujet, le politiser au bon sens du terme, de le faire émerger à un niveau qui est suffisamment important et qu'il n'aurait jamais dû quitter d'ailleurs. On se demande bien pourquoi il a fallu attendre 46 ans pour qu'une nouvelle conférence des Nations Unies dédiée à l'eau puisse enfin se tenir à New York. Et puis derrière, qu'est-ce que ça veut dire, cette diversité des problématiques liées à l'eau? Ça veut dire qu'on a besoin de rassembler tous les domaines scientifiques. Et c'est ce que nous faisons ici à Montpellier. Nous avons mis en avant cette capacité que nous avons, parce que nos laboratoires sont riches de diversité de compétences. Nous avons centré notre laboratoire sur les approches pluri- et interdisciplinaires, considérant que c'était la bonne façon aujourd'hui de traiter les sujets et d'aborder ces questions, qui sont des questions qui ne peuvent pas se contenter d'une approche monothématique, mais qui ont vraiment besoin d'avoir ce regard pluridisciplinaire et ces questionnements liés à l'interdisciplinarité. Alors, on a donc créé un centre, voilà, c'est IC Reward. C'est le seul centre international UNESCO sur l'eau qui existe en France. Il y a des chaires qui travaillent dans le domaine de l'eau, mais il n'y avait jusqu'à présent pas ces grosses machines de l'UNESCO que sont les centres internationaux. C'est donc le premier. Il a pu tenir son premier conseil d'administration en février 2021. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'une création, somme toute, assez récente. Et donc, nous sommes très fiers d'avoir pu créer ce centre ici à Montpellier. Alors, juste pour vous donner quelques éléments, que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne, en fait, le centre, il a un rôle qui est d'abord un rôle de structuration, de mise en place, de collaboration entre les équipes de nos laboratoires. Il y a aujourd'hui 17 laboratoires qui constituent le centre, 17 laboratoires, et derrière ces laboratoires, et donc derrière le centre UNESCO, vous avez 13 institutions. Des universités, des écoles d'ingénieurs, des organismes nationaux de recherche. J'évoquais en particulier l'IRD, qui est mon organisme de rattachement, mais vous avez aussi le CNRS, le CIRAD, le BRGM et d'autres. Et voilà, et donc notre job, ça n'est pas finalement de créer une structure supplémentaire. Montpellier est déjà organisé depuis longtemps. Montpellier met en avant depuis longtemps une recherche de qualité portée par des équipes de qualité dans des laboratoires qui sont structurés et qui ont déjà beaucoup de visibilité. Et nous, finalement, ce que nous arrivons à faire, c'est faire en sorte que les labos travaillent plus et mieux ensemble et que les équipes travaillent plus et mieux ensemble. C'est notre objectif. C'est comme ça que nous avons construit notre projet, en bonne intelligence avec les laboratoires. C'est de viser à apporter une valeur ajoutée en structurant cette communauté et en faisant en sorte que les hydrologues d'un laboratoire apprennent à travailler avec les sociologues et les économistes d'un autre laboratoire, ou mieux avec les spécialistes de l'eau dans le cadre d'un usage agricole, etc. Donc de développer ces connexions pour apporter cette valeur ajoutée et faire en sorte que l'organisation et la structuration de cette communauté montpelliéraine, elle prenne toute sa dimension. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. On le verra tout à l'heure. Je vais passer très rapidement là-dessus, disons d'abord parce que c'est sans doute un peu compliqué et barbant à lire dans le détail. C'est juste pour vous donner vraiment le sentiment qui est qu'ici à Montpellier, nous avons cette capacité à traiter l'ensemble des domaines thématiques des sciences de l'eau. Et donc, vous les avez quasiment tous là. Et nous avons des spécialistes dans quasiment tous ces domaines, des équipes dans tous ces domaines, des laboratoires dans tous ces domaines. C'est vraiment la richesse de Montpellier, et c'est unique. Ça n'existe pas ailleurs. Ou en tout cas, si ça existe ailleurs, ils n'ont pas su faire ce que nous avons su faire, c'est-à-dire nous organiser et nous structurer pour être visibles, attractifs et pesés dans le débat. Quelques éléments. Souvenez-vous que nous n'existons en tant que centre UNESCO que depuis à peu près 2 ans et demi. Voilà déjà un certain nombre de choses que nous avons pu faire à l'international. Et quand je dis à l'international, ce n'est pas le centre UNESCO décorrélé du reste. J'insiste vraiment là-dessus, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est le centre UNESCO, finalement, porte-parole d'une certaine manière de ce qui se fait au sein de la communauté. Nous avons un rôle qui est un rôle de promotion
de ce que fait Montpellier, et y compris alors au niveau national évidemment, au niveau régional, local, mais aussi au niveau international. L'avantage de l'UNESCO, c'est que ça nous ouvre ses portes au niveau international avec beaucoup de facilité. Le logo de l'UNESCO est un étendard absolument sans égal. Tout le monde connaît l'UNESCO. Parfois, les gens sont un peu surpris d'apprendre finalement que l'UNESCO, c'est aussi de la science, parce que souvent, l'image associée à l'UNESCO, c'est le patrimoine mondial de l'humanité, c'est voilà, cette préservation d'une richesse de l'humanité. Mais il y a aussi énormément d'activités scientifiques dans le cadre de l'UNESCO. Le S de l'UNESCO, c'est science. Et donc, c'est vraiment très présent. Et vous voyez que quand nous projetons, parce que nous montons un certain nombre d'opérations à l'international, eh bien, avec nous, c'est la communauté scientifique, la communauté des sciences de l'eau montpelliéraine qui se projette à l'international, et c'est de la visibilité. Et comme en plus nous avons des résultats intéressants, cette visibilité, elle est associée en retour à de l'attractivité. Et donc nous sommes en situation d'accueillir dans nos laboratoires des équipes qui sont des équipes à l'international, qui viennent renforcer nos laboratoires, qui viennent mettre en place des collaborations. Juste pour qu'on ait quand même, on est dans une académie des sciences, donc qu'on ait quand même quelques éléments de considération sur ce que nous faisons réellement. Et vous voyez qu'à travers les 5 axes que j'ai mis ici et qui structurent le projet que porte le Centre UNESCO et le projet qui a été validé par la conférence générale des États membres de l'UNESCO, après tout un cheminement, c'est toute une affaire de monter un centre international. Vous voyez qu'on travaille depuis, je dirais, les processus, donc la mécanique de fonctionnement du cycle hydrologique, hein, la caractérisation des processus élémentaires, jusqu'à des ensembles très intégrants, très incluants, très inclusifs, que sont les dynamiques socio-hydrologiques dans lesquelles on rassemble à des échelles importantes, qui sont des échelles de territoire, des compétences qui viennent des sciences dites dures et des compétences qui viennent des sciences humaines et des sciences sociales. Et là aussi, j'insiste vraiment là-dessus, c'est une force de la communauté montpelliéraine que d'être capable de pouvoir travailler ensemble de plus en plus. Ce n'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Je veux dire, on n'est pas chez les bisounours. Donc ce n'est pas toujours simple parce que nos considérations, nos approches, nos méthodes ne sont pas toujours les mêmes. Mais moi, ce que je constate, moi qui viens pourtant du monde des sciences dures, de la physique, de la modélisation, ce que je constate, c'est que finalement, beaucoup d'entre nous ont fait des efforts, des pas les uns en direction des autres, et ça a du sens aujourd'hui que de parler de la pluri et de l'interdisciplinarité, même si on peut toujours faire plus et on peut toujours faire mieux. Mais en tout cas, je crois que c'est vraiment ce qui caractérise la communauté montpelliéraine, c'est cette capacité à embrasser les problématiques scientifiques de manière large, en mettant autour de la table de nombreuses compétences et des compétences complémentaires qui permettent de traiter les sujets tels qu'ils sont. Je passerai finalement sur cette ambition, juste pour dire que, évidemment, on fait de la recherche, c'est notre métier premier, on fait de la recherche, mais on s'intéresse aussi, évidemment aussi, parce que dans nos équipes, il y a des enseignants-chercheurs, et que dans nos institutions qui nous soutiennent, il y a des universités, des écoles d'ingénieurs. On s'intéresse donc à la formation. Alors, l'idée n'est pas, comme ça existe dans certains centres internationaux UNESCO, l'idée n'est pas de créer nous-mêmes des formations, de porter des formations en tant que telles, mais c'est plutôt d'apporter du soutien, quand on nous le demande, et là où on peut, à des formations qui existent à Montpellier, et il existe un grand nombre de formations de qualité, tant dans les universités que dans les écoles d'ingénieurs. Et donc l'idée, c'est plutôt de les promouvoir, et notamment de les aider à acquérir cette dimension internationale qui est importante. Et puis, on ne peut pas faire de la recherche aujourd'hui, en tout cas moi c'est la ligne que je défends, on ne peut pas faire de la recherche aujourd'hui sans s'intéresser donc d'une part à la formation, mais aussi à tout ce qui est la société civile. Les chercheurs doivent sortir de leur laboratoire, ils doivent aller à la rencontre des citoyens, ils doivent contribuer à apporter cette connaissance, et cette connaissance, alors elle doit être publiée dans les bonnes revues, etc., à l'international, validée par nos pairs, etc., puisque c'est notre façon de fonctionner. Mais cette excellence et cette connaissance qui est produite dans les laboratoires, il me semble que le propre d'un centre de recherche d'excellence, c'est aussi de faire en sorte
que cette connaissance soit accessible au grand public. Et donc ça, c'est une des missions que porte le centre, au-delà de l'aide, le soutien à la formation, au-delà de l'encouragement que l'on peut avoir à développer des recherches qui ne soient pas des recherches monothématiques, mais bien des recherches qui s'inscrivent dans un contexte pluri- et interdisciplinaire. Deux exemples qui caractérisent ça. D'une part, dans le domaine de la formation, le centre est aujourd'hui porteur d'un hackathon. Un hackathon, en deux mots, si vous ne savez pas ce que c'est, on accueille un grand nombre de lycéens, on fait ça aussi pour les lycéens d'ailleurs, on accueille un grand nombre d'étudiants. Aujourd'hui, on a près de 450 étudiants à travers le monde, comme vous le voyez là, 17 pays, 42 formations au sein d'universités, 70 équipes, et tout ce beau monde travaille pendant 2 jours à trouver des solutions à une thématique qu'on lui propose. Alors on a entre 80 et 90 étudiants qui sont en présentiel ici à Montpellier, et on a des connexions grâce à la visio dans tous les autres pays, en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe. Et donc on incite finalement les jeunes à s'approprier un certain nombre de sujets et surtout à partager avec les autres. Ça, c'est vraiment essentiel. Et puis on a... Je vois mes collègues de la Régie des eaux et de la métropole qui sont dans la salle. On a contribué à cet événement important qui est celui de la biennale à travers les Montpellier Water Days. Pendant 2 jours, on a réuni non pas uniquement des scientifiques, mais des acteurs de l'eau, des acteurs de toute nature, des entreprises, des ONG, des institutions, de façon à ce que l'ensemble de ces acteurs puissent là aussi bénéficier de connaissances apportées par les scientifiques, mais que les scientifiques jouent ce rôle de contributeurs à un débat qui est beaucoup plus large et qui, lorsqu'on considère la question de l'eau, est le débat qui doit être celui qui nous rassemble, parce que notre avenir est indissociablement lié à la question de l'eau. Donc, les chercheurs de Montpellier s'impliquent dans ce genre de manifestation. Et puis juste un petit clin d'œil, j'évoquais la conférence des Nations Unies au mois de mars l'année dernière, cette année, donc en 2023. Et ici, on a aussi pensé qu'il fallait marquer le coup. Et donc, le centre et la communauté scientifique s'est engagée à travers donc différentes manifestations avec des tables rondes qui ont rassemblé des experts. Il y en a dans la salle quelques-uns qui ont participé à cette table ronde. Un colloque monté avec nos collègues et amis de la Société régionale de santé publique. Et puis, on a fait un gros effort pour sensibiliser la jeunesse. Encore une fois, avec l'idée qu'une recherche d'excellence, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut s'adresser aux citoyens pour un sujet qui les concerne tous dans leur quotidien. Et donc, on a monté des ateliers et on a pu sensibiliser en une journée 500 élèves du primaire et des collèges. 500. Je vous assurer que la journée avait été fatigante, mais tout le monde était content, y compris les scientifiques, d'avoir transmis un certain nombre de choses, et puis les élèves, leurs enseignants et les accompagnateurs. Un petit moment de satisfaction, d'autosatisfaction. Alors, vous savez, on regarde toujours les classements. Alors, il y a plein de classements qui existent. Il y en a un que tout le monde critique, mais que tout le monde regarde. C'est souvent comme ça que ça se passe. On le critique a fortiori lorsqu'il ne nous est pas toujours très favorable. Et puis on l'encense quand il nous est plus favorable. C'est souvent comme ça que ça se passe dans ce genre de choses. Et on regarde le Shanghai Ranking, le fameux classement de Shanghai, qui classe les universités, mais qui aussi met en place des classements qui sont des classements thématiques. Et on a regardé, évidemment, et il est sorti là courant octobre, on a regardé le classement de Montpellier. Alors, Montpellier, aujourd'hui, est classé 46e au niveau mondial. Il y a 3 ans de ça, on était dans le groupe qui était entre 150 et 200. Aujourd'hui, on est à la 46e place mondiale. Et là, c'est vraiment l'excellence académique qu'on juge. Alors, on peut contester les critères qui sont mis en place, mais malgré tout, c'est un classement qu'on regarde, parfois d'ailleurs sans le dire, mais on regarde le classement de Shanghai. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est finalement c'est la progression. Voilà. En 3 ans, on est passé au-delà de la 150e place à la 46e place mondiale.
Et on est la première université, et je reviens sur ce que je disais, quand je dis ici Université de Montpellier, c'est l'université et tous ses partenaires. C'est ce qu'on a construit en mettant en place ce projet d'e-site. Donc c'est l'université et tous ses partenaires. Nous sommes le premier site en France, et assez loin devant les autres. Et ça aussi, c'est une vraie satisfaction. Donc, c'est une façon d'apprécier la qualité de la recherche qui se fait ici à Montpellier. Et j'ai terminé, quasiment. Je voudrais juste rappeler donc l'ambition que nous avons, qui est d'abord évidemment de continuer dans cette dynamique que nous avons réussi à construire en assez peu de temps, et qui est une dynamique partagée donc, par tous ces laboratoires et toutes ces équipes. Et donc, il faut poursuivre pour maintenir cette reconnaissance internationale. Et ce qu'on voudrait, c'est vraiment apparaître comme un centre de référence avec une vraie expertise, une vraie excellence en matière de recherche, en matière de formation. Et donc, tous nos efforts vont dans cette direction pour maintenir ce niveau qui nous est aujourd'hui reconnu au niveau international. Et puis, et finalement, ça va dans ce qui est notamment mis en avant quand on organise ici à Montpellier une biennale tournée vers le bassin méditerranéen et le continent africain. Et puis parce que beaucoup de nos équipes ont l'habitude ici de travailler avec le Sud, eh bien c'est vraiment être identifié comme un partenaire clé pour ces régions qui sont des régions vulnérables du fait de l'urbanisation, de la croissance démographique, du changement climatique. Nous nous inscrivons vraiment dans cette démarche et nous construisons énormément de choses en partenariat avec nos collègues universitaires et des centres de recherche des pays du Sud. Voilà. Et je terminerai ici en rappelant ce qui avait été mis en avant au moment de la conférence des Nations Unies sur l'eau à New York, c'est que dans le domaine de l'eau, il ne faut pas juste se dire « les autres vont faire ce que je ne ferai pas ». Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Et il faut avoir ça présent à l'esprit au quotidien, qui que nous soyons, et en particulier quand nous sommes scientifiques concernés par ce sujet-là. Voilà, je vous remercie. Nous vous remercions pour votre présentation très éclairée et éclairante de ce centre international UNESCO. Alors, je ne sais si on va grouper les questions au terme des deux interventions ou dès maintenant. Dès maintenant. Voilà, donc la parole est à la salle. S'il y a des questions, 10 minutes de questions. Bonjour. Oui, je suis Maurice Brunel, je suis professeur honoraire de l'Université de Montpellier et j'étais spécialiste en géologie structurale de la région, donc je connais assez bien la géologie de notre région. Et donc je voudrais ici témoigner que bon, on est quand même une région favorisée au niveau de l'eau, hein, parce qu'on a beaucoup d'eau, beaucoup de réserves grâce à nos karstes jurassiques. Et bon, ce que j'espère ressortira au cours de cette session. Et une des problématiques importantes, c'est effectivement de préserver cette réserve. Alors, bon, ceci mis à part, notre orateur Eric, là, bonjour. Voilà, je voudrais te poser cette question. Je suis d'abord très surpris hein, de tout le travail qui a été accompli pour rassembler tous ces chercheurs de Montpellier et donc la place qu'on tient effectivement dans le monde maintenant au niveau de l'hydrologie et de l'eau en général. Donc ça c'est fantastique. Bon, c'est une grosse avancée scientifique pour les sciences de l'eau et les sciences dures, des résultats donc qui sont très importants. Ma question, c'est la reconnaissance, effectivement, de ces compétences au niveau local. C'est-à-dire, moi, je vois qu'il y a beaucoup d'organismes autour de la métropole, du département, des communautés de communes, qui ont leur propre hydrologue, hydrogéologue, et qui gèrent l'eau au niveau local. Je voudrais savoir comment l'Institut de l'eau va pouvoir compter à ce niveau-là et quels sont actuellement déjà les travaux qui ont été effectués et comment l'avenir sera organisé. Voilà.
Alors, bien sûr, notre science est très importante. Moi, je voudrais citer, enfin, si on a de l'eau à Montpellier, de l'eau propre actuellement, l'eau de la source du Lez, il ne faut pas oublier que cela est dû au professeur Jacques Avias, qui s'est battu il y a 40 ans de cela pour que Montpellier soit alimenté en eau, par une eau de source. Merci. Merci Maurice. Pour moi, c'est assez facile de répondre à cette question. D'abord, il y a longtemps, finalement, qu'il y a des interactions entre la ville, la métropole et la communauté scientifique dans le domaine de l'eau. Et aujourd'hui, il y a toujours ces interactions. Il y a dans la salle ici un certain nombre de nos collègues ingénieurs à la Régie des eaux. Et ce sont des gens avec qui on échange, on construit des projets, les interactions existent. Et moi, c'est vraiment un domaine qui ne m'inquiète pas. Je crois qu'aujourd'hui, à Montpellier, la place de la science est vraiment reconnue. Et il me semble, et René Revol interviendra peut-être en ce sens, il me semble que précisément, la voix des scientifiques a une vraie capacité à se faire entendre dans le débat, ici, localement. Et je vois Thierry Ruff aussi, qui est très impliqué auprès de la régie. Donc, ces interactions, elles existent. La place de la science est reconnue, et la place des scientifiques montpelliérains est reconnue dans le débat et dans les interactions qu'il est nécessaire de mettre en place, effectivement, pour traiter de ces questions de l'eau, pour préserver la ressource et faire en sorte que, au regard des défis qui sont devant nous, les choses se passent bien. Honnêtement, il y a des domaines qui m'inquiètent, mais pas celui-là. Merci. Une autre question ? Oui, monsieur. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Yvan Kédage, je dirige le pôle Aqua Valley. Je vais m'adresser à mon ami et vice-président également, Eric Servat. Alors, on a pris, enfin voilà, toute cette dynamique autour du centre international UNESCO à Issy-Rayward, effectivement applaudi également par toute la communauté des entreprises, hein, dans les relations avec aussi la sphère académique et scientifique. Cette mise en exergue d'un seul centre UNESCO en France sur l'eau, effectivement, bah, on l'a accompagné et puis on en est très fiers. Et je pense qu'il pourrait être opportun, Eric, je la connais pas forcément non plus, mais au niveau européen, au niveau mondial, quelle est la place de Montpellier? Est-ce qu'on est à 300 centres UNESCO dans le monde ou on en a 3 sur les sujets de l'eau? Alors écoute, il existe aujourd'hui une trentaine de centres de l'UNESCO dans le monde. Ils n'ont pas tous un niveau d'activité optimal, on va dire. L'UNESCO d'ailleurs même parfois souhaiterait pouvoir en fermer quelques-uns, mais c'est très compliqué parce que la mécanique de mise en place d'un centre international de l'UNESCO, c'est quelque chose qui ne relève pas simplement d'une démarche de scientifique. C'est une démarche tout à fait officielle. C'est le gouvernement français qui dépose auprès de la direction de l'UNESCO une demande de création d'un centre international. Et dans un certain nombre de pays, quand l'UNESCO fait le bilan en disant vous savez, votre centre, il n'est pas très actif, etc., peut-être ce serait bien de le fermer ou de mettre des financements sur d'autres sujets. Parfois, les États ont du mal à accepter qu'on leur dise qu'un de leurs centres ne fonctionne pas très bien. Donc il y a une trentaine de centres en tout et pour tout, et il y en a une quinzaine qui est vraiment active. Hier, on sort de 2 jours de séminaires pour mettre en place une plateforme internationale de doctorants dans le domaine de l'eau. Et nous avions des collègues de 2 centres internationaux de l'UNESCO, si je ne me trompe pas. Il y avait le centre qui existe depuis très longtemps, qui est l'IHE de Delft. Et puis nous avions le directeur du centre international UNESCO sur l'eau qui existe à Dundee en Écosse. Voilà, donc il y a des collaborations, des partenariats qui se mettent en place. Mais incontestablement, le centre montpelliérain, dont vous avez vu que c'est 17 laboratoires, 13 institutions qui le soutiennent, ça regroupe 400 scientifiques pleinement dédiés à ces questions de l'eau. On forme des jeunes scientifiques, on a entre 120 et 150 doctorants selon les années dans nos laboratoires, ici à Montpellier ou chez nos partenaires au nord ou au sud.
cette masse-là, par contre, elle existe dans assez peu de centres. Et donc, je pense, sans vouloir nous donner plus d'importance que nous n'en avons, je pense qu'aujourd'hui, le centre de Montpellier compte dans les 3-4 plus importants au niveau mondial pour l'UNESCO. Et avec une feuille de route d'ailleurs qui est très, très spécifique, dans la mesure où aujourd'hui on nous a demandé de nous focaliser sur, je dirais, un gap une lacune qu'il y avait véritablement dans ce réseau des centres internationaux de l'UNESCO, c'est-à-dire évidemment de faire un gros effort vers le monde francophone, et puis de nous tourner principalement, je ne suis pas dit exclusivement, mais principalement vers le bassin méditerranéen et le continent africain, parce que la plupart des autres centres sont plutôt orientés vers l'Amérique du Sud ou le continent asiatique.